Bonjour à tous, ça y est, on arrive dans ce dernier jour. On va essayer de se faire un petit tour des awards de l'année du salon qui a été annoncé lundi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps dans ces 3 journées assez occupées à les voir stand par stand. Donc on va les découvrir un par un. Je vais faire ça avec Benoît qui est un grand spécialiste et qui a suivi ça. Laure devrait nous rejoindre, mais Laure elle est dans les allées. C'est vrai qu'il y a encore du monde, c'est assez compliqué. Mais je compte sur elle pour venir nous rejoindre à la fin, nous expliquer un petit peu, parce que c'est elle qui a vraiment suivi tout ça du début à la fin. Mais Benoît, ces awards, ça fait longtemps que ça existe. Bien, ils sont nés avec Global Industries 2018 et ils faisaient la suite à d'autres trophées. Il y a beaucoup de salons industriels qui ont leurs trophées. Ça fait partie un petit peu de l'importance que l'on donne à l'innovation et de la mettre en valeur auprès des visiteurs. Simplement, on a un système qui est un petit peu plus complexe que dans d'autres salons, pour coller davantage avec la réalité du terrain et des innovations. Alors, je crois que cette année, c'était pareil l'an dernier, c'est découpé en 6 grandes familles. Effectivement, 6 grandes familles. Donc, on va peut-être prendre les familles une par une et aller les rejoindre sur le plateau. Pourquoi l'avoir découpé de cette façon-là? La difficulté, de toute façon, pour la création de trophées ou d'awards, en l'occurrence, c'est d'être cohérent dans ce qu'on expose et surtout d'être crédible vis-à-vis de tous les industriels qui vont découvrir ces recommandations et ces lauréats. Et donc, on peut difficilement comparer une machine-outil avec un logiciel informatique et pouvoir dire lequel est le plus innovant des deux. Donc, on a cherché à faire des grandes catégories qui permettent d'identifier vraiment des produits complémentaires pour désigner un lauréat par catégorie. Alors là, j'ai vu que les catégories, vous aviez fait ça de façon organisée. J'allais dire, nous, on a fait un peu la visite de façon désorganisée parce que c'est assez compliqué par rapport aux espaces en fait, où se trouvent les lauréats. Le premier qu'on va mettre en avant, c'est la transition numérique. Donc, on regroupe quoi dans cette catégorie? Alors, la transition numérique, c'est intéressant de commencer par celui-là, dans la mesure où les transitions étaient le thème moteur général de Global Industries 2023. Parce qu'aujourd'hui, il y a des transitions partout, dans les technos, dans les entreprises, au niveau des hommes, au niveau des machines. Et donc la transition numérique, ce sont toutes les solutions qui facilitent cette transition et qui facilitent l'introduction du numérique qui devient maintenant indispensable dans toute l'industrie 4.0 et dans toutes les entreprises. Et donc c'est récompenser une solution particulièrement innovante dans la transition. Et alors, le lauréat pour la catégorie Transition numérique 2023, c'est la société Kiprod. Alors, Steve, je crois que vous êtes sur place, sur le stand de la société Kiprod, qui est le stand 1L35. Je vous donne la parole, allez-y. Voilà, tout à fait. Je suis bien sur le stand avec je cherche, César Alievi, bonjour, responsable marketing de l'entreprise. Un petit mot sur Kiprod, qui vous êtes? Seine-et-Marne, c'est ça? Exactement, on est Kiprod, on est une solution de suivi de production hyper plug and play 4.0 et on est présent ici à Global avec beaucoup de plaisir. D'accord, alors le plaisir, on va l'avoir quand vous allez nous présenter ce pourquoi vous avez gagné cet award. Ça s'appelle le Kinetic. C'est devant moi, Guy. Voilà, vous nous présentez un petit peu cette solution. Eh ben ouais, avec grand plaisir. Donc ouais, on a remporté le trophée Global Awards Transition numérique avec le Kinetic. Le Kinetic, c'est la boîte remplie d'intelligence artificielle, de machine learning, un gros travail d'algorithmie qui rend en fait plug and play le suivi de production. Concrètement, comment ça se passe? On a inventé un boîtier qui s'aimante sur n'importe quel type de machine, outil de production, et qui est capable, rien qu'en analysant le langage universel de toutes les machines de production, c'est-à-dire la vibration, de pouvoir retransmettre ça en indicateurs de performance comme le TRS, comme le TRG, comme le TRE, ou tout simplement des niveaux de production, tout en donnant à l'opérateur machine la possibilité de venir compléter des informations directement sur une interface sans avoir à mettre des ordinateurs ou des tablettes à disposition dans un atelier. Donc c'est un tout en un qui agrège des données et qui retransmet tout ça dans une application qui vient les lire derrière. Alors l'idée, c'est que ça s'aimante sur une machine, ça se plug and play, comme on dit, et puis il n'y a pas besoin d'avoir tout un univers, un écosystème autour de ça. Bah voilà, en fait, le constat qu'on a fait dans l'usine JPB System, qui est un peu à l'origine du concept, c'était de se dire, quand on fait de la connexion machine, c'est très complexe, c'est coûteux, c'est du temps, c'est beaucoup de crainte en fait, même quand on fait cet investissement, c'est souvent des échecs aussi parfois. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir quelque chose qui réglerait ce problème et qui se mettrait par-dessus? Donc nous en fait, on a inventé ça et l'avantage, c'est exactement comme vous le disiez, c'est non invasif, on n'a pas besoin de se connecter à la machine, donc on n'a pas besoin d'arrêter la production. En moins de 10 minutes, on commence déjà à monitorer son atelier et commencer à regarder si on produit bien, si on ne produit pas bien, pour pouvoir s'améliorer. Ça envoie toute l'info sur des écrans après
dont on suit effectivement l'évolution. Exactement, donc nous le produit finalement c'est le boîtier qui crée la donnée machine et Qui tombe parfois aussi, mais ça n'a rien à voir avec qui crée la donnée machine et qui l'envoie directement sur l'application qui est la colonne vertébrale un peu de la solution et c'est lui qui vient vous donner tous les métriques pour pouvoir mettre en place les améliorations. Voilà, très bien. Merci pour cette présentation. Et le petit prix, évidemment, il est là, le premier qu'on présente. Voilà, Guy. Merci Steve, c'était passionnant. C'est vrai qu'il aurait fallu avoir le listing complet. Je ne sais pas les sociétés qui avaient postulé sur ce sujet-là, mais visiblement il y avait des choses à dire sur ce premier sujet qui était déjà transition numérique. La transition numérique. Alors Benoît, le deuxième qu'on va avoir dans l'ordre de visite, en fait, c'est la catégorie technologie de production. Donc là, c'est peut-être le cœur du salon. Exactement, et ce sont toutes les solutions. Il s'agit de toutes les solutions qui sont proposées, allant de la machine-outil à la robotique, en passant par des appareils de mesure, en passant par des appareils de soudage, pourquoi pas, en ayant des catégories comme la forge-fonderie, comme l'usinage, la tôlerie. Et je voudrais profiter de cette présentation aussi pour dire que c'est un vrai travail qui est fait en amont pour réaliser ces awards. Il y a un premier comité de sélection avec des journalistes de la presse technique qui analyse tous les dossiers de candidature qui sont reçus, puisque tout exposant peut candidater à ces awards. Il y a eu combien de propositions cette année ? On est proche des 200 propositions. Donc c'est très important. Et c'est vrai qu'un jury ne peut pas analyser sérieusement 200 candidatures. La crédibilité des trophées et des awards, elle vient de la qualité du travail qui est fourni en amont pour sélectionner les entreprises. Et donc, dans un deuxième temps, il y a un jury qui analyse tous les candidats nominés, c'est-à-dire 4 ou 5 candidats par catégorie, et qui de là vont sortir les lauréats. Et ce travail est fait à la fois par des journalistes, mais aussi par des visiteurs, par des professionnels, parce que c'est eux les vrais juges de la réalité de l'innovation. Donc là, sur les technologies de production, je vois Xavier qui est en place sur le stand de Numalliance. C'est le 6N52 et on va voir qu'on est vraiment dans les technologies de production parce que c'est large, hein, c'est vrai, vous avez parlé, Benoît, de machine-outil, on peut avoir la 3D et là je crois qu'on va sur le monde plutôt du cintrage, si c'est bien ça. Xavier, je vous laisse nous présenter la société Numalliance et ça, parce qu'il a gagné le Grand Prix, c'est les galets de cintrage, si j'ai bonne mémoire. Xavier, à vous. Oui, tout à fait, Guy. Oui, tout à fait, Guy. Il ne s'agit pas d'un simple galet, c'est une vraie mine d'or que va nous faire découvrir Hervé Lanier. Vous êtes directeur commercial Europe, donc chez Numalliance. Tout d'abord, qui est cette société familiale française ? Alors Numalliance, c'est une société familiale française. Conception, fabrication de cintreuses de tubes et pliage de fils. Aujourd'hui, on a 6 sites de production en France, 2 sites de production en Amérique du Nord. Ça représente 450 collaborateurs au total. Et effectivement, on a une envergure mondiale. On est sur la vente de ces machines sur les 6 continents. Alors pour la petite histoire, vous avez un bureau d'études et de recherche et développement qui est basé à Lyon, ici, et qui a travaillé sur ce projet en se disant tout bêtement, mais pourquoi personne n'y a pensé ? C'est ça, grosso modo. Exactement. Donc ça fait 2 ans qu'on est sur la base du cintrage, c'est-à-dire sur les outillages. On a énormément d'innovations sur les machines, on a énormément d'innovations sur l'industrie 4.0, mais on est revenu sur la base du cintrage de tubes par enroulement. Et on s'est dit, il faut améliorer la vie de nos utilisateurs, de nos cintreurs. Et donc, en fait, on a aujourd'hui différents éléments qui permettent de maintenir les faces-plis auprès du galet de cintrage. Et on s'est dit, pourquoi pas l'installer directement sur le galet de cintrage. Donc, en fait, on va éliminer 2 pièces majeures de ce système à efface-plis et on va l'intégrer directement sur le galet. Donc là, effectivement, l'avantage, c'est surtout qu'on est pré-réglé. L'utilisateur n'a plus à se soucier du réglage. On est bon du premier coup et on peut avoir un gain de productivité assez important avec ce système. Vos équipes ont travaillé donc sur 2 pièces différentes là, sur ce galet. Il s'agit donc de cette pièce-là en laiton, ainsi que cette pièce qui coulisse un tout petit peu, mais qui se règle et qui est fine comme une lame de rasoir, c'est ça ? C'est ça. Il ne faut pas laisser d'espace au tube. Il ne faut pas qu'on laisse cette possibilité d'ondulation à l'intérieur du cintre. Donc il faut qu'on soit super bien ajusté.
Et ça, c'est fait maintenant par le bureau d'études qui définit exactement cette pièce. Et à partir de là, l'opérateur, le cintreur, l'utilisateur de l'outil, il n'a plus à se soucier de ce réglage. Il installe le galet et il peut démarrer tout de suite sa pièce. Quel type de tubes vont être cintrés exactement? Quels matériaux? Alors tous les matériaux métalliques, donc on va sur de l'alu, sur de l'acier, sur l'inox, l'inconel, le titane, tous ces matériaux qui sont difficiles à cintrer. Et surtout, tous les matériaux qui nécessitent un cintrage court, un rayon de courbure très court, et surtout sur des fines épaisseurs. Et on le voit alors sur ce plot là, ça existe en différents diamètres. Alors, c'est ça le miracle du brevet, c'est qu'en fait ça fonctionne à la fois sur les petits diamètres, mais aussi sur les très gros diamètres. Donc on peut parler de 20 mm à peu près jusqu'à 150, 200 mm. Ça marche pour tous les matériaux, ça marche pour tous les diamètres. Et ça, c'est vraiment le point fort de ce brevet. Comme vous l'avez indiqué, donc c'est un brevet qui a été déposé donc, en Europe pour l'Europe et les États-Unis. Et vous avez déjà des premiers clients qui se sont exprimés et intéressés par cette technologie? Voilà, on a déposé le brevet en Europe déjà. Aux États-Unis, ça s'est fait fin janvier. On a été limite de pouvoir proposer le système au Global Awards, mais finalement ça s'est bien goupillé et finalement on a aujourd'hui un système breveté Europe, États-Unis et aujourd'hui on a les premières commandes depuis une quinzaine de jours et puis surtout grâce à la récompense du Global Awards. Donc on va démarrer essentiellement en France déjà, on a pas mal de demandes en aéronautique, en automobile, on a vu pas mal de constructeurs cette semaine, donc là ça y est, on va démarrer aussi les devis et la fabrication très rapidement. Et l'or va pouvoir commencer à couler à flot au sein de votre entreprise, au sein du Maliance. Voilà Guy. Merci Xavier. Écoutez, c'était passionnant. J'avoue que là, on était avec Benoît en train d'écouter ses explications du micron, etc. C'était très intéressant. Alors, Benoît, troisième catégorie, Continue. dans l'ordre de cheminement, qui est peut-être pas dans l'ordre que vous aviez prévu au départ. C'est celle du partenariat exemplaire. Oui, alors vous savez, je connais un journaliste renommé qui dit fréquemment « Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin ». Et cette catégorie du partenariat exemplaire, c'est justement la reconnaissance de solutions qui sont trouvées en associant des grands groupes, des PME, en associant une PME avec un labo de recherche, avec une start-up. Et donc, on arrive à avoir des résultats extraordinaires grâce à ce travail collaboratif qui est facilité avec toutes les solutions de transition numérique, parce que justement, le numérique permet de travailler à distance à plusieurs sur le même dossier, sur les mêmes pièces, etc. Donc voilà le principe, cette catégorie qui est assez récente, parce que justement, on s'est rendu compte que ça avait un vrai sens quand plusieurs sociétés, labos de recherche, centres techniques s'associaient pour trouver des solutions pérennes et innovantes. Et justement, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu 200 candidatures. Sur les 200, il y en avait combien qui étaient dans cette catégorie? Parce que c'est pas évident, ça veut dire qu'il faut trouver des partenaires qui sont de même taille, enfin qui soient complémentaires. Il y a très peu de candidats. C'est à peine les doigts d'une main, parce que d'abord, tout n'est pas communicable. Parce que parfois, dans les accords, eh bien, il y a un des pilotes, une des sociétés concernées, surtout si c'est un grand groupe, qui exploite en son nom propre le résultat du travail collaboratif. Et ensuite, eh bien, ce sont quand même des solutions qui demandent du temps, qui sont complexes, et donc il n'y en a pas des nouvelles tous les 8 jours. Oui, c'est-à-dire qu'à vous écouter, ça veut dire que le résultat de la collaboration, il faut qu'il soit partagé en termes de brevets, en termes enfin, à un moment, il y a un partage du résultat, quelque part. Bien sûr, c'est vrai. Partage de l'investissement, j'allais dire, assez facile, entre guillemets. Mais après, il faut partager le résultat. Mais c'est généralement organisé dans les accords qui sont conclus entre les différentes parties prenantes. Alors, on va voir ça. Steve, c'est vous qui êtes sur le stand de Somocap, qui a été élu cette année dans la catégorie partenariat exemplaire. Steve, je vous donne la parole à vous. Tout à fait, partenariat avec Epsilon Composite. Je suis maintenant avec Stéphanie Sorouet. Je rappelle, Somocap, c'est une entreprise du Pays Basque et d'ailleurs, elle tient son petit award. Il est là, elle en est très fière, visiblement. Alors, Stéphanie, donc, vous avez gagné ce prix pour le partenariat exemplaire avec Epsilon. Vous allez nous en parler un petit peu. Juste un mot sur Somocap.
Somocap donc, est une entreprise familiale qui a 30 ans d'existence, spécialisée dans le moulage de pièces techniques en plastique, caoutchouc et composite. Voilà, alors ce prix, vous l'avez gagné pour un procédé innovant de surmoulage de profilés composites. Je crois qu'on voit ça derrière. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste exactement. Tout à fait. Donc, nous avons développé un procédé innovant avec un partenaire Epsilon Composite qui était également basé dans le sud-ouest, dans le Médoc. Notre partenaire est spécialisé dans la pultrusion de tubes carbone. Donc notre société partenaire, la société partenaire réalise ces tubes en carbone et nous, le procédé innovant consiste à venir surmouler les embouts techniques ici avec une bague thermoplastique. Ce procédé remplace des solutions traditionnelles de collage ou de rivetage, mais qui posent des problèmes dans l'industrialisation dès lors qu'on veut des grandes séries et de la répétabilité, de la fiabilité. Voilà, ce procédé co-breveté avec Epsilon Composite permet également d'avoir des solutions de recyclage en fin de vie parce que le désassemblage est plus simple pour le recyclage. Ce procédé innovant nous a permis d'avoir des qualifications très intéressantes. La première qualification avec ce tube ici, c'était dans l'aéronautique. Donc cet objet vient réaliser la structure des coffres à bagages de l'A350. Voilà. Et nous avons des qualifications en cours sur ce tube qui est un bras de robot avec des développements de marché notamment au Japon et également des qualifications dans l'agroalimentaire pour des rampes d'épandage ou d'irrigation pour irriguer les champs ou autre. Voilà. Parce que vos produits, ça va dans l'aéronautique, ça va dans l'agricole, ça va un peu partout ? Voilà, dès lors qu'il y a besoin d'éléments de structure, de légèreté et du coup de solutions avec des embouts techniques il peut y avoir une multitude d'applications. Donc pour l'instant, on est sur l'aéronautique, la robotique, l'agroalimentaire. C'est un brevet qui a été déposé en 2017. Donc voilà, petit à petit, on va développer aussi d'autres projets commerciaux avec d'autres clients. Alors, vous l'avez gagné pour le partenariat exemplaire. Qu'est-ce qu'il a d'exemplaire, ce partenariat avec Epsilon ? Donc, nous, du coup, notre stratégie à Somocap, c'est vraiment de faire du co-développement, de la co-innovation avec des partenaires, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Donc déjà, il est exemplaire parce que nous sommes ravis que deux sociétés du Sud-Ouest puissent générer un procédé hyper innovant et unique au monde, puisqu'on remplace ces solutions de collage ou de rivetage par cette solution de surmoulage. Et il apporte vraiment, donc, comme on disait, automatisme, fiabilité, répétabilité. Et également, ça permet d'économiser 30% de coûts sur des solutions traditionnelles qui existent communément. D'accord, très bien. Eh bien, merci Stéphanie Sorouette de la société Somocap. Voilà, Guy, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, vous penserez à Somocap. Bah, tout à fait, Steve. Je vous remercie. Belle récompense pour toutes nos équipes. Et je vous laisse surtout, Steve, reprendre la route parce que là, on va vous retrouver dans 2 minutes. Sur le plateau pour la prochaine lauréat. Je vois que Steve est encore en train de discuter, tellement le partenariat exemplaire l'a intéressé. J'espère qu'on va le retrouver dans 2 minutes. Alors Benoît, l'étape d'après, c'est la catégorie Jeune Pousse. Oui, alors la catégorie Jeune Pousse, c'est évidemment, bien naturellement, la mise en avant d'une start-up au fort potentiel et qui apporte une innovation remarquable. En l'occurrence, nous avons développé fortement sur Global Industries le village Startup cette année avec différents partenaires. Et je suis vraiment stupéfait de voir pendant tout le salon où se sont succédés des tables rondes, des pitchs de start-up se présentant dans un espace en plein cœur du village qui n'a pas des amplis de mardi à ce matin. Et c'est la preuve que les entreprises PME, et y compris grands groupes et ETI, ont pris conscience de l'utilité des startups pour donner de nouvelles voies, de nouvelles pistes de développement, de nouveaux produits, de nouvelles solutions. Et donc, ils sont là aujourd'hui pour rencontrer ces startups et voir quel travail elles peuvent développer ensemble, quels nouveaux produits, quelles innovations sur lesquelles elles vont travailler. Et donc, naturellement, il fallait qu'il y ait une catégorie dédiée à ces jeunes pousses. C'est le résultat de cet award.
On est jeune pousse jusqu'à quand, j'allais dire l'adolescence commence quand ou je sais pas comment on le détermine, c'est au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans parce que Alors, je sais que les startups, des fois il y a des entreprises qui sont là depuis 10 ans qui se mettent en startup parce que c'est vendeur. Effectivement. On est jeune pousse jusqu'à quand? Il n'y a pas vraiment de règle. On va dire la logique voudrait dire 5 ans et peut-être 10 salariés ou 50 salariés. Mais il y a des startups à 500 personnes et qui sont là depuis 10 ans. Donc c'est vrai, il n'y a pas de statut officiel existant. Et dans ces conditions-là, c'est vrai qu'on en est réduit à donner un peu une estimation théorique. Et j'imagine que sur les 200, il doit y avoir un certain nombre de postulants, parce que ça, c'est les startups. Elles postulent pour ce genre de prix, c'est quand même très valorisant pour elles. C'est un coup de pouce non négligeable. On l'appelait jeune pouce, mais vous leur donnez un coup de pouce. C'est vrai, c'est très valorisant. Et en plus, c'est dans la culture des startups de concourir à des prix. C'est dans la culture des startups de pitcher, de se présenter, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour elles. Et on avait au moins plus d'une quinzaine de candidats au niveau des startups. Et ce qui est intéressant, c'est que la participation aux awards. On a eu l'occasion de faire dans le passé quelques études 2 ou 3 ans après auprès des lauréats pour savoir ce que ça avait donné pour eux d'avoir cet award. Et très souvent, ça a développé du chiffre d'affaires, des nouveaux contacts, des nouveaux clients. Et c'est bien la vocation de cette animation. Alors justement, lauréat pour la catégorie Jeune Pousse, c'est la société Pure et Nette. J'espère que je la prononce bien. Je vous laisse, Steve, les interroger et puis leur demander quelque part si ça a été un coup de pouce de les nommer dans la catégorie Jeune Pousse. À vous, Steve. D'accord. Oui, Pure Nat, on dit effectivement. Alors c'est aussi une entreprise du Pays Basque et c'est une jeune pousse puisque l'entreprise a 2 ans et demi et 6 salariés. Alors je suis justement avec sa directrice générale, Manon Vaillant. Bonjour. Bonjour. Alors on va d'abord venir à une petite question. Ce prix, il vous a servi? Ça booste un petit peu la visibilité sur ce salon? Oui, complètement. C'est vraiment une vraie vitrine pour nous sur ce salon Global Industries. On a pu bénéficier de retombées presse assez impressionnantes pour nous qui sommes une jeune entreprise. J'ai été invitée sur le plateau de BFM Business et voilà, ça m'a permis de participer à beaucoup de conférences, de tables rondes. Donc c'est une grande visibilité pour l'entreprise qui est précieuse à ce stade du développement. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais Pure Nat a eu cet award pour un fil photocatalytique durable. Et il est là, si Pierre peut venir zoomer dessus. En quoi ça consiste exactement l'innovation? Alors oui, effectivement, donc c'est ce fil, ce matériau qui a la faculté, la capacité de détruire les polluants de l'air. Donc tout ce qui est bactéries, virus et polluants chimiques organiques. Et à partir donc de ce nouveau matériau, on va fabriquer le premier textile du marché qui va capter les polluants, mais aussi les détruire. Donc on est sur une technologie intégrable, c'est un produit ingrédient qu'on va proposer aux industriels qui font des systèmes à traitement d'air pour le bâtiment, mais pas que, pour les procédés industriels aussi, pour l'aérospatial, l'automobile. On va permettre ainsi aux industriels de venir préserver la santé des travailleurs, des occupants du bâtiment de manière durable, puisqu'on a une technologie qui est auto-nettoyante en détruisant à la source la pollution. Et on va aussi venir proposer quelque chose qui permet d'adresser, de mieux participer aux problématiques de consommation énergétique. On est sur la qualité de l'air là. Exactement, on est sur la qualité de l'air qu'on fait de manière durable, vertueuse, plus écologique et en consommant beaucoup moins d'énergie. D'accord, moins d'énergie. Alors l'idée, effectivement, c'est que ça s'applique sur un filtre. Où est-ce que ça se met en place exactement ? En fait, effectivement, le principe, c'est de fonctionner un petit peu comme un filtre. Où on va pouvoir le mettre en place, justement grâce à la malléabilité du matériau. Nous, on est en capacité de faire des pré-études et de venir le modéliser pour pouvoir l'intégrer directement dans les procédés industriels si nécessaire, ou tout simplement sinon dans les systèmes à traitement d'air, dans les bâtiments industriels. Voilà, c'est un matériau qui peut, comme un filtre, venir et
équiper des purificateurs d'air, des habitacles automobiles, des cabines d'avion. Voilà, on va fonctionner comme un filtre, à la différence près qu'il n'y a plus besoin de le changer. Il est durable, auto-nettoyant. Question quand même photocatalytique, il faut qu'il y ait du soleil dessus, il faut qu'il y ait des rayons UV dessus pour que ça marche. Exactement, c'est le principe de la photocatalyse. Effectivement, le matériau a besoin d'être éclairé. Donc on dimensionne des systèmes optiques qui utilisent des lampes UV, des LED UV. On est sur des UVA, donc un système qui est peu consommateur en termes énergétiques. Et la lumière va permettre d'activer le matériau et de créer finalement des réactions d'oxydation. Le principe étant qu'un petit peu comme la photosynthèse, on va venir découper les polluants pour les transformer en molécules de base qui ne sont pas dangereuses pour la santé et qui sont du CO2 et de la vapeur d'eau. Donc à la sortie, l'air est libéré, purifié de ces polluants et on n'a plus que du CO2 et de la vapeur d'eau. D'accord, très bien. Eh bien, bravo pour ce prix. Et puis longue vie à Purnat, entreprise du Pays Basque. Voilà, Guy. Merci Steve, c'était passionnant. Vraiment, c'est un produit. En plus, elle est passée sur BFM. Donc là, elle a vraiment eu le petit plus pour faire décoller cette jeune pousse. Donc, catégorie suivante, Benoît, on les enchaîne, c'est la technologie périphérique. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'ordre, on l'a précisé, parce que là, du coup, on saute un peu du coq à l'âne. C'est quoi une technologie périphérique? Une technologie périphérique, c'est la rubrique complémentaire à la rubrique équipement de production qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va concourir à côté ou autour de l'équipement de production, à la réalisation, à la production, à la chaîne totale de production. Donc, on va retrouver dans cette catégorie des entreprises qui proposent des solutions en cobotique, en mesure, notamment la mesure directement sur l'atelier et sur la chaîne de production. On va trouver également des logiciels, bien sûr, des systèmes d'automatisme. Donc c'est une catégorie très très vaste avec beaucoup de solutions technologiques qui ne sont pas les solutions les plus chères et les plus visibles, mais qui sont néanmoins indispensables pour gagner en productivité et en efficacité. Oui, sans elles, ça ne marche pas. En fait, c'est tous les logiciels, c'est les capteurs, toute cette partie-là, c'est ça, hein. Et tout à fait. Et l'adaptation, ce qui est significatif, c'est le fait que le potentiel des machines diminue si les équipements périphériques ne sont pas à la hauteur, et inversement, il faut que les machines occupent au maximum les capacités fournies par la technologie périphérique. Et là, par rapport aux 200 candidats, c'est là où il devait y avoir peut-être le plus, parce que il y a énormément de candidats. Tout le salon, il y en a partout, hein. Et puis, il y a une grande variété. C'est déjà une catégorie à l'intérieur de laquelle il est difficile de faire les choix pour sélectionner les nominés, parce que là encore, un logiciel, un système de cobotique, un bras de mesure, c'est très, très différent, des actions très différentes, des utilités, etc. etc. C'est ce que je vois sur ma fiche. En fait, j'ai les nominés. Il y avait eu Brucker à Icona, il y avait Heidenhain, il y avait Karcher. Donc, on avait vraiment des choses assez très différentes. Très différentes, voilà. Et donc, le gagnant, Xavier, on va vous retrouver chez la société Protect Shock, qui a été le lauréat cette année de la catégorie technologie périphérique. Allez, à vous Xavier, faites-nous découvrir cette nouveauté. Et oui, c'est une technologie que vous n'avez pas décrite dans votre liste, puisqu'il s'agit d'une barrière de protection. Ça fait partie aussi des technologies périphériques. Je suis en compagnie de Christophe Jourdan. Vous êtes directeur général du groupe Totem. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire découvrir le groupe Totem ? Oui, donc le groupe Totem, c'est une société familiale créée en 2009. Initialement, on a commencé dans un bureau et un garage. Aujourd'hui, on est 14 personnes. On a un atelier de plus de 400 mètres carrés qu'on va plus que doubler dans l'année. On a commencé avec une activité où on était spécialisé dans les batteries, les aménagements de locaux de charge pour les industriels. Et de fil en aiguille, on a développé une nouvelle activité qui s'appelle Protect Shock, où on est devenu fabricant français de barrières de protection à mémoire de forme. Alors, une barrière de protection, c'est ceci. C'est de la gamme Light Us. Et c'est la gamme Protect Shock. Et à l'intérieur duquel, et le award, vous l'avez eu pour ce qu'il y a à l'intérieur de cette barrière. Voilà. Alors, décrivez-nous exactement ce qu'il y a.
En fait, c'est parti d'un constat où on s'est rendu compte que la barrière de protection, c'était bien parce qu'on protégeait vraiment les piétons dans les passages sécurisés. Le problème aujourd'hui, c'est quand on sort du passage sécurisé, on est souvent dans des zones aveugles où on se retrouve avec une coactivité piéton-chariot qui peut être vraiment dangereuse pour le piéton. Donc on a voulu créer un procédé simple de détection et d'avertissement pour dire aux piétons, attention, on a un chariot qui va arriver ou inversement. L'avantage de ce produit, c'est que donc, tout est contenu dans la borne. Vous avez simplement une alimentation 230 volts à ramener. Et après, tout est réglable et paramétrable éventuellement par l'utilisateur final. Donc c'est un produit qui est capable d'évoluer. On a des potentiomètres pour régler une distance de détection, un autre potentiomètre pour régler une durée d'allumage, une vis pour l'inclinaison de la LED et des capteurs qui sont réglables sur leurs axes pour aller chercher différents angles. Donc vraiment, on est sur un produit qui est complet et polyvalent. Et alors, on le voit aussi, cette spécificité, c'est que cette barrière va permettre d'avertir soit un véhicule, soit un piéton par un faisceau lumineux pour lui dire attention, ne passe pas soit l'un soit l'autre. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est quelque chose qui est simple et qui est très visible dans une entreprise. On a vraiment choisi d'avoir un signal simple et pas forcément quelque chose de compliqué parce que c'est évolutif. C'est-à-dire que le produit, vous l'achetez aujourd'hui pour une application, on sait qu'une usine, ça vit, ça bouge, ça change. Demain, là, vous pouvez récupérer le même produit pour une autre application. Combien de temps pour développer ce type de technologie? On a mis un peu plus d'1 an. Et alors finalement, le Howard, il est ici. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça va vous apporter pour les mois à venir? Alors déjà, ça va nous apporter nous beaucoup de satisfaction parce qu'on s'est dit on a travaillé, on a une société familiale, on est comme on dit 14 personnes, on n'est pas un grand groupe, on a des moyens limités. D'obtenir aujourd'hui ce award, c'est vraiment une récompense pour tout l'investissement humain et financier qu'on a mis là-dedans. Après, ce qu'on attend aussi, c'est de la reconnaissance. On travaille déjà avec des industriels comme le groupe Volvo, comme le groupe Nestlé, qui sont vraiment très intéressés. On a fait des premières installations de ces produits et on cherche à avoir une reconnaissance au niveau national. Et ça va vous permettre aussi de bien redémarrer, on va dire, de bien reprendre votre entreprise parce que vous êtes en ce moment dans une phase de transition. Vous l'avez dit, c'est votre oncle qui est à la tête de cette société et que vous allez bientôt reprendre. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est une transition. Ça fait déjà plusieurs années qu'on s'y attelle. Forcément, quand vous avez 40 années d'expérience qui s'en vont, ça se passe pas en 2 jours. Donc ça fait déjà quelques années qu'on en parle. L'entreprise, je la reprends aussi avec mon cousin et ma cousine qui sont derrière sur le stand. Je vais prendre la direction générale, mais tout le monde a une place aujourd'hui. Que ce soit les personnes de la famille qui reprennent, mais aussi les gens qui nous suivent depuis plusieurs années. En fait, on monte en compétences. Et c'est vraiment les mêmes équipes qui accompagnent en fait la montée en puissance de l'entreprise. Et une entreprise qui va donc redémarrer avec un award qui va donc récompenser tout ce travail et tout cet investissement. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Et bon courage. C'est à vous. Merci Xavier, passionnant, enfin, franchement c'est très passionnant, plus des sociétés assez petites, des PME qui arrivent à avoir un award, ça, sur ce genre de technologie c'est quand même... Vous savez Guy, je crois que c'est un élément vraiment important dans ce témoignage, c'est que l'innovation n'est pas réservée aux grandes entreprises, elle est réservée à toute entreprise, quelle que soit sa taille, mais simplement elle demande du travail, d'avoir une certaine culture de l'innovation pour chercher, explorer de nouvelles solutions, voire carrément disrupter en sortant quelque chose, une solution complètement différente de tout ce qui se fait sur le marché. Et c'est intéressant de voir que même des petites entreprises peuvent être moteurs en la matière et voire peut-être être des sources d'inspiration ensuite pour les grands groupes. Oui, parce que là, vraiment, la technologie, c'est une technologie qu'on connaît tous, hein, mais sûr. il arrive avec quelque chose de nouveau, très intéressant. Dernière catégorie, c'est celle de l'éco-responsabilité. Donc ça, j'imagine, c'est une catégorie assez récente. Alors, c'est effectivement une catégorie récente, mais c'est un vrai symbole de l'évolution industrielle en France actuellement, qui se tourne vers la décarbonation, vers l'éco-conception, vers l'économie circulaire, vers l'efficacité énergétique. Et en la matière, vraiment, il y a une prise de conscience qui transparaît sur au moins la moitié des stands du salon. C'est cette ouverture à l'environnement, à la protection environnementale et à la nécessité pour les entreprises de fonctionner autrement, d'engager une transition durable, une transition énergétique. Et cette catégorie, elle s'impose vraiment aujourd'hui avec de nombreux candidats. Et justement, dans ces candidats, est-ce que ce sont des entreprises qui étaient déjà exposantes ou auraient pu l'être, ou ce sont de nouveaux entrants? Alors, ce sont des entreprises qui étaient déjà exposantes et qui présentent aujourd'hui des solutions, et ça on le voit en particulier
dans les automatismes, on le voit en particulier dans tous les systèmes de mesure, parce que la clé d'une moindre consommation énergétique, c'est de mesurer sa consommation énergétique et de mesurer comment elle se présente, sur quelle durée, sur quel niveau, sur des différents paliers, etc. Et de trouver à ce moment-là des solutions pour économiser cette énergie. Donc typiquement, on revient à des systèmes de capteurs dont on doit équiper les machines, les systèmes, etc., donc, qui existent depuis longtemps. Mais on en découvre de nouvelles applications et de nouvelles ouvertures. Et puis en parallèle, il y a des entreprises, et là très souvent des startups. Le Purenat qu'on a vu tout à l'heure fait partie de cette transition environnementale. Et on a beaucoup de startups qui présentent des solutions vraiment innovantes en la matière et dont l'une d'entre elles a été récompensée sur cette catégorie. Oui, j'imagine que ça ne pouvait pas dû être facile de faire le tri, parce que ce terme d'éco-responsabilité est de plus en plus repris et reste à voir ce qui est de la vraie éco-responsabilité, ce qui est des fois un peu du marketing. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile à juger. Et en plus, sur l'amplitude de la catégorie. Parce qu'on parle aussi bien de RSE, on parle des ressources humaines, des formations à l'intérieur de l'entreprise pour faire grandir les salariés, et puis on parle de technologie pure et dure. Mais je n'ai nul doute, Steve, que vous allez nous présenter quelque chose qui est vraiment dans le tempo et dans le thème de la catégorie. Donc le lauréat pour la catégorie éco-responsabilité, c'est la société Néolith. J'espère que je la prononce bien également. À vous, Steve, pour nous faire cette petite présentation. Toujours, effectivement, je suis sur le stand de Néolith. Le petit prix est là. Alors Néolith, c'est une entreprise spécialisée dans la transformation des déchets qui est basée dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Et je suis avec Joseph Filouz, qui est chargé d'affaires. Un mot sur l'entreprise, puis après on passera à ces bocaux là. Alors bonjour, l'entreprise Néolith offre en fait la possibilité de transformer les déchets en pierre, donc à destination des acteurs du tri, en vue de réduire en fait les émissions de CO2 dans le traitement de ces déchets. Voilà. Alors juste pour préciser, c'est une start-up, malgré le fait qu'ils aient 160 salariés, c'est encore au format. Et vous participez d'ailleurs au collectif Start-up Industrielle de France. Alors vous avez eu ce prix pour un procédé de fossilisation accélérée. Expliquez-nous. Alors l'idée en fait c'était de reproduire ce qu'a fait la nature il y a de ça des années, à savoir le déchet du Crétacé qui est devenu en fait de la pierre, en l'occurrence du calcaire. Et aujourd'hui l'idée c'était de reproduire cette chose-là avec les déchets contemporains générés par l'homme, en vue de se substituer, de proposer en tout cas une alternative à l'enfouissement, qui est plutôt une technologie émettrice de CO2 équivalent. Et l'idée c'était justement de proposer une alternative moins émettrice et qui en plus de ça s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire, parce que le résultat de cette transformation permettent d'intégrer le caillou issu de la transformation du déchet dans du béton non structurel en local. Ok, alors ça c'est l'enjeu, c'est la théorie. Dans la pratique, ça marche comment ? Alors dans la pratique, en fait, on prend le déchet qui est issu du tri, donc c'est le refus de tri qui est issu du tri amont et qui est destiné à l'enfouissement. Ce refus de tri, on le rentre dans notre machine qui va en 3 étapes en fait le broyer, le lier et le former par extrusion, et obtenir à la finalité donc ce petit caillou qu'on va pouvoir réintroduire dans le mix béton. D'accord. Alors quand on a un prix, c'est un prix sur l'innovation, vous c'est l'éco-responsabilité. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans ce procédé, dans cette solution industrielle ? L'innovation, c'est le traitement porté sur le déchet. Là où jusqu'à présent le déchet était ou enfoui ou incinéré, l'innovation porte sur la technologie qui permet en fait de fossiliser le déchet. Donc on vient inerter la matière pour rendre justement le déchet qui était polluant potentiellement inerte et donc réutilisable en tant que caillou. Donc l'idée c'est un peu ce qu'on appelle du réemploi, là pour le coup in situ de granulats. Complètement. L'idée c'est de rester vraiment sur quelque chose de local, c'est-à-dire que le déchet est généré localement, on le transforme localement là où est implantée en fait l'unité, et le granulat qui en découle en fait est reconsommé dans un périmètre en fait défini, en l'occurrence à peu près 50 km autour du lieu de production. Et qu'est-ce que ça donne au final ? C'est ce qu'on voit là ? Expliquez-moi un petit peu. Alors tout à fait, là on a représenté en fait les différentes étapes du process. Oui. Bouger comme ça, expliquez-moi rapidement. Alors rapidement, donc là on capte le refus de tri qui est ici, qu'on voit en fait qu'il y a un déchet en mélange, donc avec du bois, du papier, plastique et autres. L'idée c'est de le réduire donc à l'état de poudre. On va descendre à l'échelle du micron, entre 0 et 500 microns. Et ensuite on va associer en fait un liant de notre fabrication qui est en fait la clé de voûte du process. C'est là où réside toute la technologie du process, qui va permettre en fait d'inerter la matière. Et ensuite on va obtenir en ajoutant de l'eau une pâte de pierre. Cette pâte de pierre sera mise en forme par extrusion pour permettre en fait d'obtenir ce petit granulat qui ensuite est intégré dans le mix béton.
D'accord, donc en fait, votre procédé, la solution, c'est ce liant, cette poudre de perlimpinpin que vous mettez, et c'est là que se situe votre expertise. C'est là toute la techno, toute l'innovation qui réside vraiment dans le liant, qui permet justement d'inerter une matière vouée à se décomposer naturellement par son cycle de vie, et de la transformer justement en une sorte de minéral créé suite à la transformation du déchet. Grande perspective sur ce segment? Il y en a pas mal, oui, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 30 millions de tonnes de déchets par an qui sont enfouis en France. L'idée, c'est que si on fossilisait la totalité des déchets en fait, produits en France, la technologie de la fossilisation accélérée permettrait de réduire d'à peu près 7% les émissions France de CO2 équivalent. Ce qui est du coup un impact majeur sur la qualité environnementale et les enjeux qui nous concernent en ce moment, concernant notamment le climat. Voilà, Guy, on comprend pourquoi donc Néolith a eu ce prix éco-responsabilité. Voilà, merci Joseph Filouz, merci. Merci Steve. Écoutez, c'était passionnant de voir ce dernier travail sur les pierres. Bon, et Benoît, on a un peu fait le tour. L'année prochaine, j'imagine qu'on va utiliser les mêmes critères. Il y aura d'autres awards. Bien sûr, mais on doit être en permanence réactif à la réalité. Le salon est la vitrine de ce qui se passe dans l'industrie, en l'occurrence. Donc si on voyait apparaître une nouvelle technologie avec de nombreuses entreprises qui s'y lancent, il faudrait revoir les catégories. On est en perpétuelle révision chaque année de chacun des thèmes, parce que c'est important dans la promotion qui est faite autour du salon, parce que le visiteur aujourd'hui, on sait qu'il vient faire son marché et sa veille sur un salon, et donc on se doit, nous organisateurs, de lui apporter un maximum d'informations sur ce qu'il ne doit pas manquer pendant sa visite. Et le fait que le ministre de l'Industrie assiste à la remise des awards et que chacun de ces awards ait été remis par une personnalité liée à l'industrie prouve que c'est vraiment l'innovation qui est indispensable pour faire avancer l'industrie en France. Écoutez, c'était super intéressant. On remercie Laure qui n'a pas eu le temps de nous rejoindre parce que là, elle est dans les allées, mais qui vraiment avait fait un gros travail là-dessus. Exactement. Et on aurait eu plein d'autres questions à lui poser, mais ça sera pour une prochaine fois, pour l'année prochaine. Exactement. Merci à vous, Guy. Merci Benoît, merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir découvert ces awards qui vraiment méritent un coup de pouce tous, les 6. Je pense que c'était super intéressant. Merci, au revoir.